Voilà, bonjour à vous, bonsoir. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce nouveau webinaire du CRAP Cahier pédagogique avec l'équipe organisatrice. Ce soir, c'est Ben Aïda qui sera au chat. Andrea Capitanescu ne peut pas être là, mais elle participera à la diffusion en ligne. Merci de votre présence, qui a lieu pour une heureuse raison et qui va donner, j'espère, une belle ambiance. La mise en service après un long temps de réflexion du nouveau site du CRAP Cahier pédagogique depuis dimanche dernier dans la nuit, suite à une très belle souscription qui s'est passée à la fin de l'hiver. Vous y êtes tous pour quelque chose, nous ne pouvons que vous remercier, mais je laisserai la parole à notre présidente Michèle Amiel pour cela dans quelques instants. Quelques conseils techniques tout d'abord. Merci de laisser vos caméras et vos micros éteints si vous n'êtes pas intervenant pour des raisons de confort d'écoute et de réalisation. Vous pouvez interagir par le biais du chat scruté avec bienveillance par Ben. Et donc, avant toute chose, présidente, si tu es prête, je vais te laisser la parole. Donc, Michèle Amiel, présidente de notre belle association. Alors, on a commencé avant le webinaire dans une ambiance de joyeuse turbulence et c'est vrai qu'on n'a que des raisons d'être heureux ce soir. Comme tu disais, on a clôturé le financement participatif avec un montant de dons vraiment satisfaisant. On a dépassé largement ce qu'on avait espéré avec l'objectif de refaire un nouveau site. Et c'est vrai que tous ceux qui sont ici ce soir ont été, ont donné, et parfois des sommes très substantielles. Et merci. Depuis quelques mois, je n'arrête pas de remercier. Je ne savais pas qu'une présidente, ça passait son temps à remercier, là, du fond du cœur. Donc, pour nous, c'était aussi... on était plein d'inquiétudes et de désirs parce que le site allait arriver donc le 10 mai, comme prévu. On a vu ce nouveau site et sa sortie nous transmet une énergie encore plus forte. Hein, on peut bien le dire. La dernière partie du site arrivera en janvier 2022. Mais bon, voilà. Donc, merci à vous qui êtes présents pour travailler ce soir sur la coopération. Et je vous en parlerai à la fin. La coopération, donc, c'est un dossier sur lequel le CRAP réfléchit depuis longtemps, en tant que professionnel de l'école, mais aussi en tant que bénévole de l'association. On verra que la coopération est un objet de travail pour tous les membres de cette association. Alors voilà, on ne va pas bouder notre plaisir d'être ensemble, même si c'est encore à distance. Oui, merci Michel pour ces mots qui confortent, qui portent. Ça fait plaisir, quoi. Voilà. Il est temps maintenant de passer ce pourquoi nous sommes réunis, donc une conférence animée par Sylvain Connac, et une conférence que nous avons voulu contrapuntique. Et Sylvain, je vais filer la métaphore, qui sera pendant 1 heure environ, donc une polyphonie coopérative grâce à l'amicale présence de 5 praticiens spécialistes du sujet que nous accueillons ce soir avec plaisir. Lecteurs des cahiers, vous les connaissez assurément, Angélique Librecht, Émilie Pradel, Guillaume Caron, Cyril Lascasis et Jean-Michel Zakhartchouk. Vous pouvez réagir et interagir, poser les questions par le biais du chat, qui est donc observé par Ben. Ce webinaire est enregistré et il pourra être revu très prochainement sur notre chaîne YouTube par un lien privé que nous vous ferons parvenir, y compris aux personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Voilà, il est temps maintenant de parler coopération. Et Sylvain, je te laisse la parole. Oui, merci Jean-Charles. Merci au Cahier Péda de nous donner la possibilité d'avoir ce temps d'échange là autour des pratiques de coopération en pédagogie. Donc, on va être plusieurs là, comme Jean-Charles l'a expliqué. Donc, moi, je m'appelle Sylvain Connac, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université Paul Valéry à Montpellier et je fais partie du comité de rédaction de la revue. Angélique, tu veux dire 2 mots sur qui tu es? Voilà, Angélique, institutrice en 2e primaire en Belgique. Voilà. Émilie? Oui, donc moi je suis professeure des écoles en CPCE1 dans le Vaucluse. Alors ensuite on a Guillaume.
Bonjour, moi je suis Guillaume Caron, je suis prof de maths donc en collège à Calais. Cyril? Bonsoir Cyril, professeur de mathématiques également au lycée à Tarbes. Super. Jean-Michel? Oui, Jean-Michel Zagartchouk, enseignant honoraire et membre de la rédaction des cahiers pédagogiques. Et puis on a Yannick aussi, qui représente le monde de la formation. Pardon, oui, bonjour, Yannick Mével, je suis prof à l'INSP de Lille, en histoire et en géographie essentiellement, et puis j'assume à ce moment la fonction de directeur de publication des cahiers. Voilà, donc ça ne va pas être une conférence avec une seule parole. On va aborder ces pratiques-là de coopération avec des regards et en croisant nos regards. On se donne donc 1 heure grand maximum. N'hésitez pas, comme Jean-Charles l'a annoncé, à vous manifester sur la discussion. Et puis Ben, c'est toi qui as pour métier de faire le relais de toutes ces discussions. Donc, de quoi on parle quand on parle de coopération? Alors, la première chose, c'est que la coopération, ce n'est pas valable qu'en éducation. C'est surtout présent dans le monde du vivant. Il y a un ouvrage là qui est assez célèbre, qui a été coécrit par Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui explique tous les endroits dans le monde du vivant, que ce soit l'espèce humaine, que ce soit les espèces animales, les espèces végétales, les bactéries. Il y a des formes de coopération qui existent entre les espèces mêmes. Voilà, donc le vivant, ça serait la coopération serait ce qui détermine le plus et en premier le vivant. Après, il y a d'autres ouvrages qui expliquent que ce qui est commun à l'humain et naturel à l'humain, c'est même la coopération. Je pense notamment aux écrits de Michael Tomasello, qui s'est intéressé aux aspirations naturelles des nourrissons. Et puis, il a mis en place tout un tas d'expériences savoureuses avec des dilemmes sociaux auprès d'enfants de moins de 2 ans, où il leur, dans des situations de jeu, la plupart du temps, il leur demandait de choisir entre continuer à jouer ou rendre service à quelqu'un. Et en dessous de 2 ans, ce que les travaux de Michael Tomasello ont mis à jour, c'est que les enfants, systématiquement, préfèrent des comportements altruistes. Après, il y a des travaux comme ceux de Jacques Lecomte, qui s'est intéressé aux situations de catastrophe. Et lorsque l'humain est confronté à des périodes difficiles, ce qui est naturel en termes de survie, c'est la coopération. Alors, Jacques Lecomte, il a étudié la tempête Katrina aux États-Unis, mais à chaque fois dans les actualités, on voit que les événements climatiques se déchaînent. Ce qu'on voit en premier, ce sont des gens qui s'entraident. Voilà. Il y a même en psychologie sociale, il y a des expériences croustillantes où on a placé des adultes face à des dilemmes sociaux, c'est-à-dire ils devaient choisir soit aider les autres, soit penser à eux. Et puis les expérimentateurs ont fait varier la durée de réflexion. Et donc, par exemple, là, je pense à une expérience qui est décrite par Cédric Paternotte et qui a montré que lorsqu'on laisse les gens réfléchir, ils sont beaucoup plus égoïstes que lorsqu'on leur demande de réagir et de répondre spontanément. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est une... Bon, je ne vais pas faire un déroulé très long de toutes ces expériences, mais il y a une sorte de consensus pour dire que ce qui est naturel à l'humain, c'est la coopération. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi il y a autant d'individualisme et de comportements égoïstes? Ça serait pour d'autres raisons que ce qui serait propre à notre nature. Alors, dans le champ qui est le nôtre, le champ de l'éducation et de la pédagogie en particulier, ou même, si on resterait encore plus celui de l'école, les pédagogies de la coopération, ce n'est pas une méthode. C'est quelque chose qui est polymorphe, qui peut très difficilement être décrit à l'identique. On va le voir avec tous les copains qui sont présents. C'est quelque chose qui s'appuie sur une définition de la coopération avec 3 caractéristiques. La première, c'est qu'un comportement est coopératif dès lors qu'il y a une action mutuelle.
C'est Jean-François Marcel là, de l'Université de Toulouse qui explique que pour coopérer, on a besoin d'être dans le même espace au même moment. Voilà. Donc, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique, c'est que la coopération répond à une intention. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de coopérer, on a choisi de coopérer. Alors ça, c'est intéressant en pédagogie parce que à chaque fois dans mes travaux de recherche que j'ai été amené à observer des situations présentées comme étant coopératives, mais où il y avait des élèves qui étaient forcés et contraints à faire partie d'un groupe, par exemple, ben ça pose plein de problèmes parce que les élèves étaient contraints justement à faire partie d'un groupe et pour eux, ça ne correspondait pas à une intention personnelle. Et la troisième et dernière caractéristique, c'est le fait que chaque actant coopératif en retire un bénéfice. Et alors, ce sont soit des bénéfices en termes de motivation pour les élèves, hein, soit des bénéfices en termes de lutte contre l'isolement, le fait de ne pas se sentir seul au sein d'un groupe ou face à une activité, soit des bénéfices en termes d'apprentissage, c'est-à-dire le fait d'en retirer de l'intérêt en grandissant dans la maîtrise d'un certain nombre d'objets d'apprentissage scolaire. Les origines de la coopération sont très anciennes. Certainement que les premières formes de pédagogie coopérative sont nées en même temps que l'école. Mais les premières fois où il y a eu des écrits là-dessus, des écrits de pratique, c'est avec l'enseignement mutuel à partir du XVIIIe siècle. L'enseignement mutuel, c'est une technique pédagogique quand même assez hallucinante où un seul enseignant pouvait faire classe à plus de 500 ou 600 élèves en même temps, réunis bien évidemment dans une immense salle, et avec des profils profondément hétérogènes. Et donc c'était coopératif parce que le principe de l'enseignant, c'était qu'il ne faisait classe qu'aux plus grands, qui s'appelaient des moniteurs. Et ensuite, c'était les moniteurs qui faisaient classe aux autres élèves par descente successive. Donc depuis cette période-là, il y a eu plein d'écrits sur la coopération, il y a eu plein de pratiques et plein de recherches. Guillaume, tu veux dire un peu de mots là, sur les origines de la coopération dans les collèges et les lycées? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Oui, dans les collèges et les lycées, alors on a des écrits qui remontent un tout petit peu moins, aussi parce que la massification scolaire s'est fait un peu plus tard. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu, même déjà au sein, par exemple, du mouvement Freinet, on a des écrits dans le second degré qui remontent à la fin des années 40, même on commence à avoir des choses. On retrouve beaucoup plus de choses sur la coopération à partir des années 70, fin des années 60, les années 70, on a même des expériences d'équipes de collèges qui faisaient de la pédagogie freinée. Après, on a aussi des choses qui sont un tout petit peu différentes, comme les expériences des classes nouvelles, par exemple, qui ne sont pas complètement centrées sur la coopération, mais on a quand même des formes de gestion coopérative qui s'apparentent aussi à des formes de coopération. Mais ce sont des types de coopération différentes qu'on peut observer dans les collèges, peut-être un peu moins rapidement dans les lycées. Alors dans les collèges, avant le collège unique, c'était surtout dans les CEG qu'on voyait de ce type de classe coopérative, entre guillemets. Ouais, merci. Ouais. Dans le premier degré, dans les écoles, donc en France, c'est principalement lié avec le développement du mouvement Freinet. Alors, c'est pas Freinet qui a inventé la coopération en France, hein. C'était tout un mouvement associé à l'éducation nouvelle. Mais c'est vrai que la force des époux Freinet, Élise et Célestin, c'était de créer un incroyable mouvement d'instituteurs et d'institutrices et qui ont été particulièrement créatifs sur ce plan-là. Et on peut dire que c'était d'abord parce que le mouvement Freinet est un mouvement coopératif pour les enseignants qu'il a pu créer et développer des pratiques de coopération pour les élèves. Ensuite, à la même période, il y a eu les travaux d'Émile Bugnon et de Barthélemy Profit, qui ont aussi bossé avec Célestin Freinet, et qui ont créé ce qu'on appelle l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, qui est extrêmement développé en France. Et la particularité de l'OCCE, c'est qu'ils font vivre ce qu'on appelle des coopératives scolaires.
Alors, ce sont des sortes d'associations, mais à échelle d'enfants, à taille d'enfants. Et au départ, elles ont été, ces coopératives scolaires dans les classes et les écoles, elles ont été créées d'un côté pour favoriser le mutualisme, c'est-à-dire pour encourager les futurs adultes que sont les enfants à cotiser à des assurances, à des mutuelles, voilà, pour prendre cette logique-là. Et puis d'un autre côté, pour apprendre la démocratie par l'exercice de la démocratie. Donc il y a eu tout un tas de pratiques qui ont encouragé les professeurs des écoles depuis pas mal de temps, au moins en France, mais aussi en Belgique. Je ne sais pas si Angélique, tu veux dire deux, trois choses. Il y a un mouvement freiné en Belgique, mais il y a d'autres pédagogues aussi qui ont insufflé les pratiques de coopération. Oui, bah, je ne connais pas beaucoup, mais il y a le groupe belge Éducation Nouvelle qui parle aussi de la coopération avec Charles Pépinster notamment. Après, je ne peux pas développer plus. Émilie, sur les coopératives scolaires, tu as un regard particulier? Dans l'école où je travaille actuellement, on n'est pas avec l'OCCE. Parce que moi, ce que je peux dire, c'est que principalement l'OCCE, les enseignants s'en servent pour gérer l'argent qu'on recueille pour les écoles. En fait, quand on fait des actions, le top, c'est quand on fait participer les élèves à cette gestion. Et dans l'école où je suis actuellement, c'est avec l'USEP, qui est une autre association qui permet de faire les mêmes choses, en fait. Mais ce n'est pas le mouvement de l'OCCE. Et je n'ai jamais fait d'action particulière avec eux. Ouais, il y a un tiraillement, en fait, au sein de l'OCCE, c'est-à-dire ceux qui veulent faire vivre les coopératives scolaires pour créer une sorte d'indépendance financière pour la réalisation des projets des enfants, et puis ceux qui pensent que les coopératives scolaires, elles sont au service de l'engagement coopératif des élèves, et que la structure administrative, elle est seconde. Mais ça, c'est un tiraillement qui a existé dès la création de l'OCCE entre profit et l'union, et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je ne sais pas si Ben, il y a des coopératives dans ton école? Alors, tout comme Émilie, c'est pareil, c'est-à-dire que dans certains coins du département, effectivement, il y a pas mal d'écoles qui sont affiliées, surtout dans le rural, des écoles qui sont affiliées à l'OCCE. Mais, alors, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais dans les grandes villes, c'est plutôt effectivement l'UCEP qui joue ce rôle-là en termes de coopération. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas mal développé par le cahier pédagogique. Et c'est un constat. Hein. En France, la coopération entre élèves, ce n'est pas du tout une méthode d'enseignement ou une pédagogie. Dans toutes les pédagogies, on trouve de la coopération et il n'existe pas qu'une seule manière de faire coopérer les élèves. Donc, si on devait donner une définition aux pédagogies de la coopération, c'est tout simplement l'ensemble des situations où les élèves sont amenés à agir ou à apprendre avec d'autres pour en retirer un bénéfice personnel. Voilà. Souvent, on entend cet adage-là qui est attribué, je pense, de manière fausse à Nelson Mandela. Ensemble, on va loin, seul, on va vite. Alors ça, c'est complètement faux. Hein. Ensemble, on va loin. Si on se retrouve avec des collègues qui sont problématiques, en fait, on ne va pas loin du tout. On va moins loin que si on pouvait travailler seul. Et puis, seul, on va vite. Ça, c'est vrai si on rencontre aucune difficulté, si on est à l'aise. Quand on est coincé, eh ben, on n'avance pas du tout. Donc, s'il y a un adage qui pourrait un peu représenter les pratiques de coopération telles qu'on les pense au cahier pédal, ça serait coopérer pour mieux apprendre tout seul. Et apprendre ce qui est de l'ordre des savoirs scolaires, mais aussi apprendre ce qui est de l'ordre ce qu'on appelle, c'est un peu la mode là, des life skills ou des soft skills, les compétences socio-comportementales, là, tous ces éléments-là. Cyril, tu veux dire deux, trois choses là sur les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant quand on est enseignant d'avoir recours aux pratiques de coopération? Oui, en fait, mon ambition en tant qu'enseignant, c'est de créer des conditions favorables pour que tous mes élèves puissent progresser. Seulement, dès la rentrée de septembre, en seconde, par exemple, j'ai des élèves qui maîtrisent, sont même au-delà des notions de troisième, quand d'autres ne maîtrisent pas encore les notions de calcul de cinquième.
Et comme c'est impossible pour moi de me diviser en 35, ben, la coopération, c'est une réponse crédible pour essayer de répondre à cette hétérogénéité. Donc, tu parlais de bénéfices tout à l'heure. Ben, le bénéfice pour les élèves, ben, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que le professeur soit disponible. On va pouvoir solliciter des camarades par de l'entraide, des moments de mini-tutorat. Alors, pour ça, on s'appuie sur des outils comme le plan de travail avec des documents autocorrectifs. Donc, on est sur de l'auto-évaluation, de l'évaluation entre pairs. Il y a un bénéfice aussi pour l'enseignant, c'est que ben, j'ai un super pouvoir, encore mieux que ce qu'on peut avoir à Koh Lanta en ce moment. J'ai le don d'ubiquité maintenant. Ça me libère du temps pour donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, un autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on ne coopère pas tout le temps en fait, dans une classe coopérative. Allez, grosso modo, on va dire qu'on coopère un tiers du temps pour les raisons que tu as expliquées également, parce que ça peut aussi profiter le moins aux élèves qui sont le plus éloignés de la culture scolaire. Donc, on va coopérer environ un tiers du temps. Pendant un autre tiers, on va se retrouver, on ne verra pas la différence si vous rentrez en classe par rapport à une classe générale où l'enseignant va donner des consignes, va assurer son rôle expert pour expliquer la leçon, par exemple. Et puis un tiers de temps où l'élève va pouvoir travailler seul. Donc tu l'as dit, alors je ne sais plus comment tu as formulé ça, c'est à plusieurs qu'on apprend. Non, je ne saurais pas le redire ton adage, tiens. Tu peux m'aider? Coopérer pour mieux apprendre seul? Voilà, coopérer pour mieux apprendre seul. Et en fait, ce temps personnel, ça permet de s'émanciper même au-delà du collectif, puisqu'on va être libre de pouvoir choisir ses activités, puis on ne sera pas tout le temps sous le regard systématique du groupe. Et donc, ces choix pédagogiques ont des conséquences pour moi par rapport aux valeurs, des valeurs qu'on va retrouver au CRAP. Donc, on va réellement vivre des moments de liberté avec la responsabilité qui va avec, des moments de fraternité par l'aide, l'entraide, le tutorat, et puis une valeur qui est l'équité. Je l'ai sous-entendu tout à l'heure en disant que je donnais plus à ceux qui en avaient le plus besoin. C'est pour ça que je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui et qu'à mon tour, je dis merci, puisque tout à l'heure, c'était Michel qui remercie. Bon, n'hésitez pas à vous manifester hein, si vous voulez apporter des compléments. Voilà, donc ce que dit Cyril, moi, ça me fait penser que il y a des proximités, alors c'est loin d'être évident, mais entre de la coopération et de la compétition. C'est-à-dire, dans une classe où il y a de la coopération, s'il n'y a pas de situation de confrontation entre les élèves, on se contente de faire travailler les élèves à leur rythme. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils apprennent rien. C'est-à-dire qu'ils moulinent des éléments qu'ils maîtrisent déjà. Alors que introduire une petite dose de confrontation, de compétition dans une classe, ça rajoute des éléments on dit d'émulation, c'est-à-dire de dépassement individuel. Et là, on rejoint ce que quelqu'un comme Albert Jacquard a très souvent expliqué, c'est-à-dire que très souvent, malheureusement, l'école habituelle, ordinaire, elle enseigne à être meilleure que les autres. Et lui, il expliquait que son vœu de l'école, ça serait de faire en sorte qu'à l'école, on apprenne à être meilleur que soi-même par les autres. Mais ça, c'est pas uniquement par la coopération que c'est possible, c'est aussi par la confrontation, voire même des situations d'opposition entre enfants. Émilie, tu as des exemples avec de jeunes enfants? Avec de jeunes enfants en situation plutôt compétitive, ça va être, c'est quand même mêlé à ma façon de travailler. Donc, par exemple, quand on travaille, on a des plans de travail. Quand les élèves sont en plan de travail, ils ont le choix de faire différentes activités. Parmi les activités proposées, il va y avoir des activités où ils sont mis en compétition. Quand même. Et par le jeu, la plupart du temps, c'est des petits. Ou même si on veut en EPS, c'est pareil. Il va y avoir des situations comme ça. Et effectivement, ça les sort de leur zone de confort d'apprendre à leur rythme et que s'ils n'ont pas envie d'apprendre, ben, ils n'apprennent pas. Et cette situation les pousse un peu. C'est le mot que tu as dit, là, l'émulation, moi, c'est ce que je ressens souvent quand je les vois dans ces situations. En fait. Ou même des élèves qui peuvent être en échec dans cette situation-là, ils vont avoir une énergie qui va les pousser à aller plus loin, ils vont s'en rendre compte. Et sur le long terme, ça fait avancer. Mmh. Voilà.
Voilà, et ça, c'est contre-intuitif. Moi, plein de fois, on me dit, mais la coopération, justement, c'est le contraire de la compétition. Alors que pas du tout. Le contraire de la coopération, c'est le refus de relations sociales, c'est-à-dire l'égoïsme ou l'individualisme systématique, c'est-à-dire où on refuse toute forme de socialité. Ça, c'est le contraire de la coopération. Et donc, ça a déjà été dit, Cyril l'a expliqué tout à l'heure, hein. Dans une classe où il y a de la coopération, les élèves ne coopèrent pas tout le temps. C'est même, je ne sais pas, Guillaume, tu as étudié ça, je crois, avec le tutorat, mais c'est, moi, la perception que j'en ai, je n'ai jamais mesuré vraiment, mais c'est 20% du temps, 25% du temps. Quand ça dépasse ce temps-là, il y a des problèmes. Oui, oui, c'est souvent. Alors, c'est difficile de quantifier parce que d'une classe à l'autre, c'est très, très différent. Mais en fait, il y a, les différents types de coopération vont être activés par les enseignants selon les objectifs pédagogiques à certains moments, en fait. Donc, on va avoir différents types. L'aide et le tutorat, par exemple, effectivement, ça se prête très bien en plan de travail quand on est sur des automatismes. Mais ça représente que certains créneaux. Alors, je sais que dans le premier degré, c'est balisé dans la journée. Dans le second degré, dans certaines disciplines, je prends l'exemple des mathématiques, sur 4h30 de maths en sixième, par exemple, on va faire 1 heure ou 1h30 de plan de travail dans lesquels les élèves auront l'autorisation d'activer ces formes de tutorat. Mais sur le reste des heures, bah, il va y avoir des temps de travaux en groupe ou des temps de moments un peu plus transmissifs, en fait, pour trouver l'équilibre dont parlait Cyril, qui est aussi, je pense, une des clés de voûte de toutes ces organisations. Ah ouais. Le, Ben écrit dans le chat là, qu'une forme de compétition où l'adversaire est un ami qui m'aide à progresser. Voilà. C'est pas une compétition pour détruire l'autre. C'est une compétition pour se mesurer à l'autre et retirer de cette confrontation une recherche de dépassement individuel. Il y a quelque chose d'autre là qui est très curieux et qui est un peu contre-intuitif parce que ce sont des termes qu'on a tendance à rapprocher. C'est les écarts importants qui existent entre de la coopération et de la collaboration. Alors, je passe sur la mauvaise image historique de la collaboration. C'est pas pour ça qu'il y a des écarts, mais en termes conceptuels. Donc, coopérer, si c'est une action mutuelle intentionnelle et qui permet de développer des bénéfices individuels, la collaboration, elle, des objectifs individuels, mais sur des objectifs de réalisation d'une tâche. Collaborer, c'est pas être avec les autres, c'est travailler avec les autres. C'est-à-dire que ce qui priorise une situation collaborative, c'est l'atteinte d'un but, la réalisation d'un projet ou l'engagement mutuel dans un même travail. Et là où c'est intéressant, de mon point de vue, hein, en pédagogie, de bien faire la distinction entre coopérer et collaborer, c'est que on ne collabore pas de la même manière qu'on coopère pour apprendre. Pourquoi? Parce que derrière la coopération, pour apprendre, se cache ce qu'on appelle le paradoxe de la cognition. Le paradoxe de la cognition, c'est de dire que d'un côté, pour apprendre, et le dernier, le récent cahier pédale sur justement les sciences cognitives le souligne plusieurs fois, cette idée-là. Hein. On ne peut pas apprendre à la place d'un élève. Voilà. Apprendre, c'est le fruit d'un engagement personnel qui est associé à des efforts conséquents. Jean-Pierre Astolfi, il a expliqué que la traduction en espagnol d'apprendre, c'était appréhender. Mais comme on appréhende un voleur, c'est-à-dire on va chercher une information pour se l'approprier. Et s'il n'y a pas d'effort, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Donc ça, c'est la première partie du paradoxe. La deuxième partie qui laisse de la place à la coopération, c'est qu'en raison de notre dimension humaine, c'est plus facile d'apprendre avec d'autres. Voilà, c'est plus facile d'apprendre avec, par et pour d'autres. En tout cas, c'est plus difficile quand on demande aux élèves de travailler tout le temps tout seuls, même quand on leur met en face d'eux des activités qui sont censées leur correspondre. Je me souviens, moi, d'avoir été très surpris par un travail de recherche mené dans les années 70 par Guy Avanzini et qui avait souligné
que les méthodes de pédagogie individualisée, alors qui était la mode à l'époque, hein, avec l'avènement de l'informatique, se montraient beaucoup plus ségrégatives, sélectives, décourageant des élèves qu'un cours magistral, un cours systématiquement magistral. Voilà. Mais ça, c'est surtout lié à qui on est en tant qu'humain. Jean-Michel, d'ailleurs, tu voulais intervenir là-dessus sur le lien, la place de l'individu dans la coopération. Oui, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant intelligent à plusieurs, on va plus vite, etc. Je signale un bel article dans le dernier numéro des cahiers pédagogiques dans la rubrique Nipédu, où justement ils interrogent cette formule et je trouve ça intéressant, un numéro qui vient de paraître. Oui, c'est-à-dire quelle est la place de l'individu dans la coopération? C'est vrai que l'individualisme d'un côté, on a envie de le confondre avec l'égoïsme et avec la compétition de tous contre tous. Et puis d'un autre côté, l'individualisme est aussi une conquête démocratique, siècle des Lumières, etc. Et donc comment la coopération peut éviter le conformisme, vouloir être comme les autres, ou se mettre d'accord à la majorité contre des minorités qui peuvent avoir raison, etc. Donc ça, c'est un combat important et un garde-fou aussi par rapport à des dérives du tout coopératif, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a dans le chat, là, il y a Yannick qui parle de la lecture et il y a Jean-Charles aussi, mais tu m'as écrit qu'à moi, Jean-Charles, donc je me permets de lire à tout le monde. Jean-Charles, qui est un professionnel de l'éducation musicale, qui explique que c'est la même chose quand on joue de la musique, comme un dialogue au-dessus du temps avec le compositeur. Voilà. Et donc, il y a Peggy là, qui nous avait demandé est-ce qu'il y a des rapprochements entre les pédagogies de la coopération et puis les organisations du travail coopératives? Et en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes préoccupations parce que la coopération entre élèves, elle priorise des apprentissages et des apprentissages sont forcément finalisés par une activité individuelle, alors que des situations de management un peu partagées, horizontales, sociocratiques ou holacratiques, là, on est plus vers la recherche d'un but commun. Et la grosse différence dans les actions entre de la coopération et de la collaboration, c'est que la collaboration accepte la répartition des tâches en fonction des talents individuels, alors que si on fonctionne de la même chose pour penser des apprentissages d'élèves, on tombe dans la dérive qui a été soulignée par Philippe Mérieux dans sa thèse au début des années 80, c'est-à-dire que très rapidement, les élèves se répartissent quatre fonctions, quand on les met à plusieurs, les concepteurs, c'est-à-dire ceux qui pensent la réalisation du problème et qui sont ceux qui réfléchissent le plus, les exécutants, qui sont des petites mains sur des tâches subalternes, et puis les chômeurs et les gêneurs. Et puis voilà, donc c'est déjà catastrophique de lire ce type de compte-rendu. Ça l'est encore plus avec les recherches, par exemple, de mes collègues de l'équipe ESCOL, qui ont souligné qu'il y avait en plus des assignations sociales. C'est-à-dire que massivement, les élèves qui ont des positions de concepteurs dans des structures coopératives sont des élèves qui sont assez proches de la culture scolaire. Le terme qu'ils utilisent, c'est qu'ils sont connivents avec la culture scolaire. Et malheureusement, massivement, les élèves qui adoptent des postures de chômeurs ou de gêneurs sont ceux qui souffrent le plus de la grande pauvreté. Et donc, si le projet d'enseignement que l'on veut développer et qui est cher à l'association des cahiers pédagogiques, c'est de faire en sorte qu'il y ait une forme de démocratisation de la réussite scolaire, on est obligé de penser des organisations coopératives qui ne soient pas collaboratives. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais qu'Angélique, toi, tu es très... Voilà, c'est quelque chose qui est important pour toi et c'est la raison pour laquelle tu développes une forme, un dispositif de coopération qu'on appelle les marchés de connaissances ou les réseaux d'échange réciproque de savoir, mais peut-être que tu pourras faire la différence. Oui, les réseaux, d'abord la réciprocité dans les marchés de connaissances, c'est important parce que je pense à toute une série d'enfants, comme tu dis, qui n'ont pas forcément des facilités au niveau scolaire, qui peuvent être mis en évidence dans des domaines qui sont hors scolaires. Il y a une phrase que Claire Hébert Suffren elle dit tout le temps, c'est qu'est-ce que ça fait à l'autre d'être toujours celui qui est aidé. Et,
d'être vraiment jamais attendu pour ce qu'on est par rapport aux autres et ce en quoi on est unique. Et donc, c'est à chaque fois essayer de voir qu'est-ce que l'enfant peut apporter aux autres pour avoir de la reconnaissance. Il y a des enfants qui sont très, très en retard au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture, mais qui ont parfois des compétences, par exemple en coiffure, et qui peuvent, lors des marchés de connaissances, montrer aux autres, bah, tiens, ce qu'ils savent faire. Et alors, on voit ces enfants qui se sentent reconnus et valorisés par rapport à tout ce qu'ils n'ont pas habituellement. Et puis, les autres vont vers eux après et commencent à les interroger, à discuter plus, etc. Au niveau des réseaux d'échange réciproques de savoir, là, ça se passe plus en relation duel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui offre un savoir et l'autre le demande. Ça, tu l'organises avec quelle fréquence? Tu les organises à quelle fréquence, ces marchés ou ces réseaux? Les marchés de connaissances, habituellement, on les fait une fois par mois. Après, ça dépend. Ici, on les fait simplement en classe. Mais en temps normal, sans le Covid, c'est avec toute l'école, de la 3e maternelle jusqu'à la 3e primaire, une fois par mois aussi. Alors parfois, on cible des thématiques. Parfois, on les laisse vraiment choisir, on les laisse libres. Au niveau des réseaux d'échange de savoir, c'est plus ou moins une fois tous les 15 jours. Voilà, et donc l'intérêt de ces dispositifs, c'est bien de donner la possibilité à chaque enfant d'être en situation d'expliquer quelque chose à d'autres enfants. Et donc, ça permet d'activer l'adage des marchés de connaissances qui est personne ne sait tout, personne ne sait rien et le savoir est gratuit et se transmet. C'est ça, tout le monde est à la fois savant et en même temps ignorant, mais à différents niveaux et de différentes façons. Et quand j'ai posé moi la question à des élèves, à quoi ça te sert en fait de participer à des marchés de connaissances, ce qui ressort principalement, c'est auprès des élèves les plus fragiles scolairement, c'est de dire je m'aperçois que je ne suis pas nul. Et je dis mais comment tu t'aperçois de ça? La réponse c'est parce qu'il y a des copains qui me disent que je leur ai appris quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pas avec les marchés de connaissances, on n'est pas véritablement dans un travail de construction d'apprentissage. On est plutôt dans la construction de ce que Jacques Lévin appelait un espace hors menace, c'est-à-dire où il y a un maximum d'enfants qui se sentent encouragés à prendre le risque d'apprendre, y compris contre la propre image qu'il peut avoir de lui-même. Guillaume, sur le tutorat, là, comment ça fonctionne, cette histoire de réciprocité? Parce que c'est toujours difficile, surtout avec des adolescents, que chaque jeune arrive à se dire moi, je suis suffisamment bon en cours pour pouvoir aider des copains. Oui, c'est une vraie difficulté. Alors, c'est vrai que ce principe de réciprocité dans les formes de coopération dissymétrique, où justement on a quelqu'un qui sait, l'autre qui ne sait pas, c'est vraiment quelque chose qui a été identifié par différents travaux, dont les tiens, comme étant quelque chose de fondamental. Et pour autant, c'est vrai qu'en classe, ce n'est pas toujours si simple, même si ce principe il est établi et que tout le monde a le droit d'aider, tout le monde est potentiellement tuteur. Il y a de vraies difficultés pour le mettre en place. Alors, c'est vrai que les marchés des connaissances, c'est vraiment un super levier. Mais quand on est effectivement dans des situations plus liées à des apprentissages, c'est vraiment pas simple. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Alors, déjà, effectivement, il peut y avoir de la peur chez les enseignants aussi, de se dire je vais laisser un élève en difficulté scolaire aller aider un autre. Je vois en formation, il y a pas mal d'enseignants qui disent j'ai peur qu'il raconte des bêtises. Alors en fait, on s'aperçoit que les dialogues entre élèves sont quand même très intéressants et qu'ils peuvent être bénéfiques quand même, pour peu qu'on ne soit pas sur des formes de monitorat dont tu as parlé tout à l'heure. Mais on a c'est vrai, des élèves qui ont le droit d'aider, qui sont autorisés à aider et qui pour autant ne s'autorisent pas eux-mêmes à le faire. Et c'est parfois très très long. Voilà. J'ai l'exemple d'un élève là, dans ma classe de 6e. La première fois qu'il a aidé, c'était en mars. Voilà. Et avant, il ne l'a jamais fait alors qu'il avait tout à fait l'autorisation de le faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile, je trouve, pour les enseignants de faire de ce principe de réciprocité une réalité vécue par les élèves. Il y a une vraie distinction entre le principe établi et
Et ce qui est important aussi sur la réciprocité, c'est qu'elle soit ouverte. Parce que si elle est synchrone, on se retrouve redevable à quelqu'un en particulier, là, ça pose problème dans le cadre d'apprentissage, justement. Donc, il y a quelque chose de très asynchrone. Voilà, j'ai aidé à un moment donné, on m'a aidé à un moment donné, et plus tard, un jour, je vais avoir la possibilité de le faire. Et ça, c'est important aussi, parce que sinon, s'il y a un principe de redevabilité qui intervient dans cette réciprocité, alors là, on fait fausse route aussi. Il y a aussi des élèves qui sont parfois sceptiques à demander de l'aide à des élèves qui sont identifiés comme un peu plus faibles. Donc ça, c'est aussi un travail qu'il y a à faire avec les élèves. Ça passe par la formation aussi au tutorat. Hein. Je pense qu'on n'a pas parlé encore tellement, mais c'est quelque chose qui est important. Ce qu'on appelle aussi le cercle vertueux de l'aide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aide entraîne l'aide. L'autorisation de certains entraîne l'autorisation d'autres. Et le fait d'un moment donné de se retrouver en position de celui qu'on aide va faire qu'on va peut-être aussi à un moment donné s'autoriser à aider quelqu'un d'autre. Voilà. Et on a un avantage dans le second degré, c'est qu'il y a un inconvénient pour d'autres choses, c'est l'organisation disciplinaire cloisonnée, fait que certains élèves vont aller s'autoriser dans d'autres disciplines et pas dans d'autres. Voilà. Ça, c'est un petit avantage qu'on a par rapport au premier degré. Ouais. Parce que tu me dis, ça me fait repenser à ce qu'on m'avait expliqué une petite fille là, de 7 ans en CE1. Et donc, je l'avais filmée en train de demander de l'aide à un copain. Et la question que je lui ai posée, c'est, ça te fait pas honte de demander de l'aide à un copain devant les autres? Et elle m'avait répondu, ben non, ça me fait pas honte parce que tout le monde demande de l'aide. Et voilà, et ça souligne cette histoire de la réciprocité impérieuse. Et même elle m'avait dit, j'aurais honte si je demandais pas d'aide parce que j'arriverais pas à faire le travail. Cyril, tu veux dire quelque chose là-dessus, sachant que tu es en train de réfléchir là, à des dispositifs un peu différents là, que le tutorat. Ouais, mais par exemple, la réciprocité en mathématiques, je trouvais ça extrêmement difficile parce que moi en étant au lycée, il y a des élèves qui arrivent avec l'impuissance apprise. Ils sont persuadés qu'ils ne pourront jamais être utiles et aider leurs camarades, un peu comme disait Guillaume tout à l'heure. Et donc, j'ai testé la classe puzzle. Donc, j'ai découpé le savoir que je visais en 4 parties. J'ai découpé ma classe en 4 parties et ils travaillaient par petits groupes pour l'apprentissage d'un quart du savoir qui était visé. Et donc, dans un second temps, j'ai reconstitué des groupes. Et cette fois-ci, à l'intérieur, donc, il y avait des élèves qui avaient vu chacun une partie du savoir que je visais. Donc, il y avait la totalité, normalement, potentiellement. Et donc, ils avaient pour objectif d'expliquer aux 3 autres ce qu'ils avaient appris dans le premier temps. Et donc, tout le monde s'est retrouvé à un moment donné transmetteur de savoir. Donc, dans la première partie, il fallait veiller à ce que tout le monde dans le groupe soit en mesure de pouvoir expliquer aux autres ce qu'ils avaient appris de la première partie. Effectivement, en passant, j'ai entendu aussi des approximations, mais ça, ensuite, j'assume mon rôle d'expert en rebondissant sur ce qui a été dit, en ayant un moment de travail collectif. Donc, ça a été un moyen pour moi d'essayer de travailler la réciprocité. Ouais, c'est le jigsaw le jigsaw ou la classe puzzle, c'est issu d'une autre culture des pédagogies de la coopération qui sont plutôt des cultures nord-américaines issues de la filiation de John Dewey et qui s'appuie sur un double principe. Le premier, c'est de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser la consigne sans les autres, puisqu'on ne détient, comme Cyril l'a expliqué, qu'un morceau du puzzle. Et le deuxième principe, c'est la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que justement, on détient une pièce du puzzle et il n'y a que nous qui pouvons la transmettre aux copains et aux copines. Et si on ne le fait pas, ben, personne ne peut terminer son travail. Donc ça, voilà, on est sur des paradigmes qui sont un peu différents que la coopération qu'on peut trouver à l'OCCE ou dans le mouvement Freinet, par exemple. Yannick, tu as un peu de recul sur la formation des enseignants, justement, à la coopération? Il y a du recul, pas complètement. D'abord, c'est au programme de la formation initiale des enseignants, pratiquement partout, et depuis longtemps. À l'inverse,
n'est pas forcément au programme de ce qui se pratique dans les universités, les INSP, les SP, etc. C'est-à-dire que nous leur disons souvent, apprenez à vos élèves à coopérer, mais vous coopérerez plus tard et ailleurs, pour caricaturer un petit peu ce qui se joue. Et donc, en tout cas, en termes de superstructure, c'est-à-dire dans les programmes, les maquettes de formation, des masters d'enseignement, par exemple. Et puis, quand on va regarder dans les classes des collègues qui ont des étudiants, alors là, ça change complètement. À l'échelle, à la micro-échelle du travail du quotidien, il y a énormément de propositions de travail de coopération entre apprenants, entre étudiants, entre professeurs stagiaires, notamment. Mais alors ça apparaît pas, hein, je le répète, dans les grandes options, les grands affichages qui affichent des contenus d'enseignement proposés par des professeurs savants qui donnent toutes les réponses sans attendre les questions. Et je crois que c'est à ce niveau micro de la formation des enseignants qu'on trouve, et je répète, pas seulement de façon incidente, c'est pas seulement parce que les professeurs stagiaires n'ont pas les réponses aux questions qu'ils se posent dans l'institution qu'ils les construisent en coopérant. C'est au sein même des classes, au sein des cours des enseignants que se fabriquent des moments de coopération. Et je le disais un petit peu dans le chat, en fait, ces moments de coopération, moi, il m'a semblé, dans plusieurs endroits et dans beaucoup de ce que j'observais des cours et de la façon des retours des étudiants sur leur formation, que cette coopération, elle intervenait plus sur le questionnement qu'ils se fabriquaient. Et ils s'autorisent à poser des questions de plus en plus, et notamment évidemment quand ils sont sur le terrain et qu'ils reviennent du terrain, ils s'autorisent beaucoup à poser des questions. Et là, il n'y a plus de savants et de pas savants, il y a des gens qui posent des vraies questions, et sont souvent ceux qui sont les plus en difficulté ou qui se sentent les plus en difficulté, qui posent les meilleures questions. Et donc, moi, je défends en formation comme d'enseignants comme pour les autres, je défends cette pédagogie du questionnement ou cette didactique du questionnement. Posons des questions parce que ceux qui ne savent pas posent souvent d'excellentes questions et obligent les autres, du coup, à apprendre aussi et à interroger les évidences, et notamment les professeurs. Et donc, c'est un renversement, je trouve, important qui s'opère souvent entre la première et la deuxième année, d'ailleurs, de formation de nos professeurs stagiaires. Alors après, il faudra étudier de façon très précise les maquettes d'enseignement pour nuancer un petit peu et puis voir qu'il y a effectivement des cours qui sont donnés dans mon INSP. Hein, il y a des cours étiquetés pédagogie coopérative. Et il s'y joue la même chose que dans les cours étiquetés, évaluation ou des choses comme ça, c'est-à-dire de l'apprentissage très intéressant de notions et d'histoire des dispositifs, par exemple. Ce que tu dis, ça me fait penser à des idées qui ont été longtemps développées par Gilles Ferry, un grand penseur là, justement de la formation des enseignants, et qui disait que souvent ce que les enseignants retiennent en termes de manière de faire travailler les élèves, c'était la façon dont eux-mêmes on les avait fait travailler en formation. Ce qu'on appelle de l'isomorphie ou de l'homomorphie, c'est-à-dire faire vivre en formation des modes d'organisation et d'apprentissage qu'on peut aussi faire vivre aux élèves. Enfin, alors, à condition que cette isomorphie soit elle-même interrogée en formation, parce qu'il n'y a jamais d'isomorphie totale en formation d'adultes. Entre la formation d'adultes et le travail avec des enfants, il y a des dissymétries qui ne sont pas les mêmes, il y a des asymétries qui ne sont pas les mêmes, et c'est important de les observer et de ne pas faire croire aux étudiants que telle ou telle pratique qui a été mise en œuvre entre adultes est transposable simplement, sans réflexion au-delà, dans des pratiques avec des enfants ou avec des élèves, des adolescents. Oui, c'est d'ailleurs ce que tu décris, c'est la différence entre de l'isomorphie et de l'homomorphie. Dans de l'homomorphie, on prévoit un temps de méta-analyse de ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, ce n'est pas directement transférable. Ben, toi aussi, tu es maître formateur. Tu as peut-être des choses à dire sur l'accompagnement des profs des écoles, justement, à certaines pratiques coopératives. Tu as aussi pour métier le chat.
C'est ça, aussi. Non, parce qu'il y a des choses très, très intéressantes là, qui s'écrivent sur le chat, notamment autour de cette histoire d'effet tuteur supérieur à effet tutoré, et voilà, de la puissance de cet effet-là. Donc, il y a des sources également qui sont données. Également, l'importance là, qui est soulevée de la qualité aussi de la qualité du groupe, de la qualité d'atmosphère dans le groupe, le niveau de confiance qui est présent, et sans doute le cercle vertueux qu'on installe, quoi. C'est-à-dire que la coopération amène la confiance, et puis vice-versa. Il y avait peut-être une précision qui avait été donnée, qui pouvait être donnée, enfin qui était demandée entre réseau d'échange de savoir et marché de connaissances là, au niveau des dispositifs. Et juste avant ça, je complète, enfin je complète pas parce que c'était déjà très complet ce que disait Yannick sur la question et la place du questionnement. Je sais qu'avec les étudiants et avec les jeunes collègues, c'est quoi faire des questions des élèves, quoi. Les questions imprévues, tout ce qui tombe comme ça au coin d'une discussion. Et voilà, ils ont souvent tendance à dégager en touche, ou à essayer de répondre absolument par une réponse définitive. Et c'est quelque chose qui est à travailler en termes de gestes professionnels. Et cette histoire de rendre curieux les élèves, et puis après, pour qu'ils puissent après devenir questionneurs, c'est quelque chose en formation qui demande à être travaillé et qu'on essaie de travailler. Et justement, là, Yannick parlait de cette histoire du maître ignorant là, de Rancière, très intéressant aussi, c'est-à-dire de se mettre, de garder cette candeur qu'on peut avoir par rapport au questionnement des élèves, quoi. Donc voilà, il y a juste c'est une petite précision à donner entre réseau d'échange de savoir et marché de connaissances. Émilie ou Angélique? Moi, je viens pour les réseaux d'échange de savoir. Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'au tableau, on fait 2 colonnes. D'un côté, il y a le « je sais » et de l'autre côté, « je ne sais pas ». Et les enfants reçoivent 2 papiers sur lesquels ils écrivent 2 choses qu'ils ne connaissent pas et 2 choses qu'ils connaissent. Après, on fait des associations, on fait des groupes entre les papiers avec qui peut expliquer quoi à quelle personne. Et donc, ça va très vite, hein. Les enfants le font d'eux-mêmes au fur et à mesure. Et après, tous les papiers qui n'ont pas été utilisés sont gardés et refaits une prochaine fois. Comme je disais, je fais tous les 15 jours, donc on les garde pour une prochaine fois. Après, il arrive que les enfants le fassent sur des temps de récréation, de leur propre initiative, en fait. C'est eux qui demandent pour rester en classe, travailler et s'expliquer parce qu'ils veulent vraiment apprendre. Ils ont ciblé le fait qu'ils ne connaissaient pas quelque chose et ils ont trouvé une solution pour compléter cette lacune. Et souvent, ils sont acharnés à vouloir y répondre et à trouver la réponse et avoir l'information. Après, au niveau des marchés de connaissances, c'est plus préparé. Les échanges réciproques de savoir sont plus spontanés et les marchés sont avec des fiches de préparation, avec des annonces 15 jours à l'avance, etc. C'est plus organisé. Je ne sais pas si c'est clair. D'ailleurs, il y a un article que tu as écrit là, qui est sur le site des cahiers, où tu as introduit, en plus du marché de connaissances, de la coéducation. Tu as invité des parents. Oui. Alors, c'était intéressant ça, parce que les parents, ça leur permet de connaître ce que sont les marchés de connaissances, parce que les enfants en parlent sans arrêt à la maison, mais les parents n'ont pas spécialement vécu ça. Et alors, ce qui était pas mal, c'était de voir des enfants de 6-7 ans expliquer à des adultes, je ne sais pas quel âge, des choses, que ce soit le fonctionnement de fiches de la classe, ou alors, par exemple, des parents qui avaient expliqué comment fabriquer des corbeilles de plantes, etc. Et les enfants, aussi bien les enfants que les parents, il y a quelque chose qui se passe au niveau du regard, au niveau de leur attitude. Ils sont différents, je ne sais pas comment expliquer en fait.
Et c'est intéressant de vivre que c'est pas parce que je suis plus grand que toi, que je suis plus petit que toi, que j'ai rien à t'apporter. C'est cette dimension-là, moi, qui me plaisait. C'est notamment soulevé là par Guillaume, cette idée de travailler la coopération en classe multi-âge. Et que c'est également voilà, un milieu, un endroit, ces classes multi-âge où la coopération voilà, trouve toute sa place. Est-ce qu'il y a besoin d'être responsable d'une classe multi-âge pour organiser de la coopération? Parce qu'en collège, il n'y en a pas beaucoup des classes multi-âge. Je sais que... Moi, là-dessus, juste, dans une classe avec un seul niveau, on est quand même tous d'accord qu'il y a plusieurs niveaux. Et du coup, une classe multi-âge, c'est intéressant pour l'âge, mais cette différence, on la retrouve dans toutes les classes, même s'ils ont tous le même âge. Voilà. Jean-Michel, là, quand on a préparé, tu nous disais que tu avais repéré un risque dans la coopération, dans des formes de conformisme des élèves. C'est-à-dire où il n'y aurait pas le choix, en fait, de voir son individualité englobée dans celle du collectif. Oui, c'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, le conformisme, c'est la majorité. Donc, d'où l'importance de règles de fonctionnement, du genre ne pas voter, parce que le vote, enfin, dans la plupart des cas, c'est le renoncement à l'argumentation mais c'est valable aussi, enfin, parce que là on parle de la coopération, on a beaucoup parlé du travail de groupe, mais la coopération c'est aussi la classe entière et comment on prend des décisions. Moi je pensais en particulier des choses intéressantes aussi, on n'a pas trop parlé, c'est de construire un projet d'écriture collective par exemple, et ça c'est intéressant parce que comment on peut accueillir des idées originales, faire accepter par les autres, puis faire aussi qu'à un moment donné, ça je sais que j'avais ce problème des fois avec des élèves qui voulaient que il dit ça c'est mon idée, il fallait qu'il y ait mon nom à cette idée. Il dit non, en fait les idées elles circulent et après on ne sait plus qui a écrit telle chose parce que ça a été retravaillé. Donc je pense que c'est un moyen à la fois de respecter l'individualité des idées originales et tout ça et en même temps de construire quelque chose de collectif, non sans conflit, parce que tu as parlé au début des conflits bien sûr. Ce que je voulais dire sur le collège, oui, ce que vient de dire Émilie, de toute façon, en collège, il n'y a pas de classe multi-âge, ou très rarement, très rares expériences, mais il y a des élèves de 6e qui sont dans une classe presque à un niveau de 3e, alors que d'autres sont à un niveau de CM1, donc les écarts, ils existent. De toute façon, c'est quasiment des classes multi-âge aussi, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont 2 ans de plus que d'autres, même s'il y a moins de redoublement aujourd'hui. Oui, là, avec nous, il y a Richard Etienne. Là. Et ta présence, Richard, me fait penser justement qu'une des réponses apportées par la culture des pédagogies de la coopération à cette tension, voire même cette aporie entre l'individu et le groupe, c'est la différence entre ce qu'on appelle de l'individualisation et de la personnalisation. Est-ce que tu veux en dire 2 mots? Oui, ça c'est un élément très, très important sur lequel on s'est beaucoup battu avec notamment Jean-Pierre Boutinet, parce que disons que dans la formation, notamment l'individualisation, ça met souvent la personne face à une tâche, uniquement la personne face à une tâche. Alors que dans la personnalisation, pour reprendre l'origine du terme, qui est le masque dans la comédie étrusque puis romaine, la personne, elle est à la fois un petit peu cachée, protégée par son casque, il lui sert aussi de porte-voix, et à partir de ce moment-là, on est dans une socialisation qui peut permettre la coopération, comme on l'a bien vu, Sylvain, dans des classes coopératives, notamment à Perpignan, où on a cherché ensemble. Ça a déterminé un grand nombre de progrès, parce que je n'ai pas pu être au début de la conversation, mais la coopération, c'est d'opérer ensemble, hein,
Et donc, ça ne veut pas dire qu'on est fusionnel, mais ça veut dire que la personne peut être reconnue pour ce qu'elle est. Donc, il y a tout un pan, et tu as consacré un livre à ça, il y a tout un pan autour de la personnalisation qu'il faut bien distinguer de l'individualisation. Cela dit, quand on rencontre des collègues, souvent, le vocabulaire est un peu flottant. Voilà. Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais me faire intervenir, mais je crois que c'est vraiment important, cette distinction individualisation, personnalisation, ça demande un petit boulot de réflexion. Ah oui, merci Richard. Et d'ailleurs, on retrouve ce que tu dis dans l'utilisation d'un outil pédagogique très à la mode en ce moment, c'est le plan de travail. Mais, alors, le plan de travail qui a été introduit par Hélène Parkhurst et notamment repris par le mouvement Freinet en France, ce n'est pas un outil de coopération, c'est un outil pour que les élèves se retrouvent face à des activités qui leur correspondent. Mais on s'est aperçu que le plan de travail devient intéressant en tant qu'outil d'individualisation, mais au sein d'une organisation coopérative du travail, c'est-à-dire au sein d'un fonctionnement de classe où les élèves peuvent travailler des fois dans des collectifs, des fois seuls, et des fois dans des relations dont on parlait Cyril et Guillaume, des relations de coopération dissymétriques, comme le tutorat par exemple. On peut mixer l'auto-évaluation et l'hétéro-évaluation dans ces dispositifs. Donc, c'est pour ça que le plan de travail est assez difficile à s'approprier, mais quand les élèves et les collègues et surtout les équipes se sont appropriés ce jeu, ça permet de dédramatiser l'évaluation et de ne pas être uniquement sur des classes sans notes, mais il y a un travail sur ce que c'est que l'évaluation. Et donc, on va vers une autonomie, mais qui est dans un cadre social. Ça. Alors d'ailleurs, ce que tu dis, ça rebondit là sur une question qui est posée par Perrine. Quelle est la place et comment on pensait la place de l'évaluation dans une classe où il y a de la coopération? Cyril, tu as des éléments par rapport à ça? Oui, tout est lié forcément. On parlait de différenciation et de coopération tout à l'heure, donc forcément il y a l'évaluation aussi. Et donc l'évaluation est essentiellement formative, notamment pendant les phases d'entraînement, avec de l'auto-évaluation, de l'évaluation entre pairs. Le fait aussi que l'enseignant est disponible pour pouvoir rebondir sur les erreurs des élèves. Et puis il va y avoir un temps d'évaluation collective où tout le monde va être évalué seul. Et alors là, on va pouvoir distinguer deux cas. Soit c'est réussi, auquel cas l'évaluation peut devenir sommative et l'élève peut continuer ses apprentissages. Soit l'élève échoue et donc on va lui proposer de refaire à nouveau, de réessayer à partir des commentaires qu'on lui aura donnés, de l'analyse des erreurs que l'on pourra faire, de la possibilité d'avoir du tutorat puisqu'il aura toujours le droit à un soutien. Et donc, c'est ce que tu as appelé, toi, la boucle évaluative. C'est assez bien représenté. Et l'intérêt, après, on ne va pas pouvoir le faire systématiquement puisqu'on a les contraintes d'un programme à tenir. Et donc, on va aller le faire plutôt sur des notions clés qui vont être essentielles pour la suite, sans lesquelles l'élève ne pourra pas continuer à apprendre. Ouais, merci. Ouais. Jean-Charles demande si la coopération s'évalue. Alors ça dépend ce sont des paradigmes liés à des systèmes éducatifs différents. C'est-à-dire qu'en France, la coopération n'est pas un objet d'apprentissage. C'est expliqué notamment dans le Code de l'éducation. Yannick en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la coopération est considérée comme un moyen pour permettre à des élèves d'apprendre. Mais dans plein d'autres systèmes éducatifs, alors celui qu'on connaît le plus, c'est le système canadien, la coopération est un objectif. C'est-à-dire que dans les curricula, il est noté que les élèves doivent acquérir des habiletés coopératives. Et donc, quand la coopération est un objectif, bien évidemment qu'on a besoin de l'évaluer pour mesurer l'atteinte des objectifs, mais nous, en France, on a moins besoin de consacrer du temps pour évaluer la coopération, parce que c'est un moyen. Alors, quand j'ai travaillé avec l'association des enseignants en EPS, ils m'ont permis de comprendre qu'il y avait quand même des situations où c'était intéressant d'évaluer la coopération. Deux types de situations. La première, c'est quand on forme les élèves pour essayer de les accompagner justement dans le développement de ces habiletés
qu'ils vont pouvoir utiliser pour apprendre. Et la deuxième, c'est surtout en début d'année, quand on commence à introduire des habiletés coopératives, c'est intéressant de faire des pauses bilan pour essayer de voir voilà, comment ça se passe la coopération. Par exemple, s'il y a trop de bruit dans la classe, ce n'est pas possible de laisser la coopération se développer de cette manière-là. Ou quand le tutorat prend une forme de monitorat, où il n'y en a que quelques-uns qui sont tuteurs, ça aussi, ce n'est pas possible. Quand on organise du travail en groupe et que les élèves développent des stratégies où ils sont systématiquement d'accord avec le premier qui prend la parole, ça aussi, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que pendant ces petits moments-là d'acculturation, de pratique de coopération, effectivement, on peut un peu penser des formes d'évaluation, mais à visée formative. Bon, ben merci à tout le monde pour tous ces riches échanges. Alors, on n'a pas tout balayé. Peut-être que un trait commun à nos échanges là, c'est la différence entre la notion de groupe et la notion de collectif. Et le fait de faire travailler en groupe des élèves, de les faire travailler en équipe, c'est une façon de penser la coopération. Mais la construction des collectifs, c'est un objectif. C'est un objectif au sens où Jean Houry en parlait. C'est-à-dire, on, on reconnaît un collectif dans sa capacité à pouvoir créer du commun qui est accessible pour chacun de ses membres. Et lorsqu'un élève se trouve dans une classe qui est aussi un collectif, c'est effectivement une chance supplémentaire qu'on lui donne pour pouvoir coopérer, mais de manière plus large, pour pouvoir apprendre. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Charles, en tant que grand spécialiste de la pensée de Jean Houry? Merci. Je ne suis pas certain d'être dans la pensée de Jean Houry, même si je l'ai beaucoup lu, c'est passionnant. Je crois que c'est lui qui disait le groupe s'est passé d'un tas de gens à un groupe, justement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met 20 personnes ensemble qu'on fait groupe. Et le tas de gens n'est pas le lieu hors menace dont tu parlais, qui est une parole qui était chère à Jacques Lévin. D'ailleurs, j'ai été très interpellé quand tu parlais de la coopération qui naissait en France, où c'était Guillaume peut-être, dans les fins des années 60 et début des années 70. Si je ne me trompe pas, les travaux sur les groupes se développent à partir de, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, et entre autres tous les travaux qui se faisaient à la Tavistock Clinic par, comment s'appelait-il, Bion, avec les soldats anglais qui revenaient du front et qui étaient très abîmés, un moment de carence de psychiatres, et les soins ne pouvaient se faire que par un travail de groupe. Et il a donc travaillé à ce moment-là sur la façon dont un groupe évolue. Et j'ai été quand même ravi d'entendre toutes ces évocations de groupe hors menace et de la fonction du groupe, en fait, qui permet au sujet d'exister. C'est ça qui me semble vraiment fondamental dans la coopération, c'est que on n'est pas dans un système totalitaire et groupal, on est vraiment dans un système où le sujet lui-même apprend. Merci Sylvain pour ta participation à ce webinaire et cette organisation polyphonique, donc, puisque je reprends le terme. Angélique, Aurélie, Guillaume, Jean-Michel, je ne sais plus, Ben, enfin toutes les... Yannick, etc. Yannick et Cécile d'ailleurs que je vais interroger, parce que ce webinaire ne peut se terminer si on ne parle pas de cette nouveauté maintenant, qui est, je crois que le précédent site avait une vingtaine d'années ou une bonne quinzaine d'années. Donc Yannick et Cécile, le nouveau site est en ligne, il va évoluer encore évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, et qu'est-ce que ça implique pour la revue et les productions écrites des cahiers pédagogiques? Yannick, par exemple. Ouais, non, je vais laisser Cécile parler. Voilà. On a un beau site d'abord. Mais t'es dit en écoutant et me disant, c'est pas un outil collaboratif, c'est pas un outil coopératif, notre site, mais c'est un lieu où on montre ce que c'est que le résultat d'un travail coopératif. C'est pas un réseau social, c'est pas un machin où on écrit ensemble des textes, mais c'est la partie émergée du formidable travail de coopération qui est celui d'une association de militants. Et de ce point de vue-là,
et puis ça parle évidemment de coopération très souvent, mais de ce point de vue-là, avoir un nouvel outil propre, clair, facile d'accès, grâce à la contribution de tous ceux qui nous ont apporté un petit peu ou beaucoup de sous, et ben, c'est formidable. Ouais, Cécile, tu dis des choses plus précises que moi. Non, mais je vais commencer par les remerciements aussi, parce que c'est vrai que d'une part, ça nous a aidé à mettre ce site en ligne, et d'autre part, dans une période qui a été difficile pour l'association et pour nos publications, c'était une marque de soutien formidable qui nous donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'allant pour continuer. Donc oui, on a publié dès lundi ce site, qui n'est qu'une partie d'un projet plus vaste, mais on voulait montrer aux donateurs qu'on était sensible et qu'on pouvait, sensible à leurs gestes, et qu'on pouvait montrer un progrès dès maintenant. Ça nous paraissait important, puis ça nous paraissait important nous aussi pour concrétiser les choses, puisque c'est quand même un projet qu'on réfléchit depuis longtemps, avec des hauts et des bas, des retours et des allers-retours. Donc voilà, se prouver à nous-mêmes que ça pouvait être concrétisé, c'était chouette. Bon, il est encore très perfectible, ce site. D'ailleurs, on a créé une page pour que on puisse signaler des bugs, mais aussi faire des suggestions. Donc ça reste un peu collaboratif, ou en tout cas participatif aussi sur ce plan-là. On continuera à y mettre les choses qu'on trouvait habituellement sur notre site avant, et puis on continue surtout à construire notre projet plus ambitieux, qui vise à faire de nouvelles propositions, de nouvelles offres d'abonnement, nouvelles possibilités de se connecter, et qui vise aussi à diversifier ce qu'on publie. Les webinaires sont aussi une forme de publication qu'on a expérimentée depuis un certain temps, mais là, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut mettre en œuvre comme passerelle entre ce nouveau site beaucoup plus facile d'utilisation et la revue elle-même. Voilà, avec des renvois de l'un à l'autre, par exemple, puisque maintenant, il y a des tas d'outils simples, comme les QR codes, par exemple, qu'on peut utiliser. Mais voilà, on peut augmenter des articles grâce à des QR codes, en hébergeant d'autres médias sur le site. Donc, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Et puis, on réfléchit aussi à des évolutions pour la revue. D'une part, sur la forme, on voudrait proposer une nouvelle maquette de la revue, puisqu'on a un nouveau site tout beau, tout neuf. On voudrait bien avoir une belle revue toute belle, toute neuve aussi. Et puis sur le fond aussi, pour essayer de revoir un peu les rubriques, et puis dans les dossiers, revoir un peu la forme des articles, diversifier un petit peu. Par moment, on se demande si nos articles ne sont pas un peu trop normés, un peu trop standardisés, et donc essayer d'introduire un peu de swing là-dedans pour diversifier un peu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Yannick, tu veux compléter? Non. Du comité de rédaction. Ça va être l'heure de l'apéritif, là, il va falloir. Oui, il va falloir que je coupe ça au montage, encore une fois. Je te remercie, Yannick. Oui, il est temps de conclure maintenant, mais je pense que peut-être que notre présidente, Michel, qui a été attentive pendant toute cette heure un peu passée avec nous, pourrait dire quelques mots. Michel. Je suis contente de vous avoir tous entendus, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit capacité à créer du commun. J'ai eu l'impression vraiment qu'on était un collectif ce soir. Hein. Et c'est vrai qu'on sort d'une période, au CRAP, cahier pédagogique, on sort d'une période particulièrement douloureuse. On a connu la crise des finances. Hein. C'est vrai qu'on avait des problèmes depuis quelques années au cahier, mais là, le confinement nous a donné le coup de grâce. On aurait pu penser qu'on allait mourir, quoi. Mais aussi, on connaissait, tout ça était mêlé, où était la cause, où était la conséquence. Une crise des relations, une crise de gouvernance. Ça a été vraiment très difficile. Et c'est vrai qu'au moment où on s'est dit on va peut-être mourir, on a pensé que ce n'était pas concevable, ça. Et il y a eu un sursaut assez étonnant. J'ai l'impression, depuis un an que je suis présidente, de vivre dans une lessiveuse, une véritable lessiveuse, tant du côté des salariés que du côté des bénévoles, que du côté des sympathisants. Et on
n'arrête pas, vous l'avez vu, entendu ce soir, les projets du côté du site, le projet du côté de la revue, les webinaires. On a créé, quand on parlait des apprentissages et de la coopération dans les apprentissages, on a créé une équipe de vente qui est en train d'élaborer une politique commerciale. Hein, ces intellectuels des cahiers qui apprennent toutes ces démarches capitalistes épouvantables, et que je pense même qu'ils y trouvent du plaisir. Et c'est vrai que bon, le webinaire sur la coopération, c'est pas un hasard si c'est celui-là qu'on vous a proposé, parce qu'alors il paraît que nous, on n'est pas dans la coopération, mais dans la collaboration. Mais je crois quand même qu'il doit y avoir des principes communs. Et on est en train, par exemple, d'ouvrir un chantier au CRAP qui va sûrement être très long et très difficile pour comment est-on capable de prendre des décisions sans oublier les minorités, comment on peut faire pour éviter les comportements autocratiques, comment on peut considérer que nos désaccords sont de magnifiques richesses, comment on peut travailler sur la description des tâches pour que chacun, même celui qui pense qu'il n'a pas de connaissances, même celui qui pense qu'il peut-être il n'a pas de place, eh ben, il peut aussi nous apprendre quelque chose et faire quelque chose avec nous. Voilà, on est dans ce chantier et voilà, on est dans un mouvement de dynamique extraordinaire au cahier. On espère que ça va continuer à nous porter longtemps. Et le financement participatif a été un des éléments forts. Je remercie ceux qui ont donné, ceux qui ont organisé. Je ne donnerai pas de liste parce que je suis sûre que j'oublierai quelqu'un, que je me ferai un ennemi. Donc voilà, donc, merci à tous. Et puis, merci à tous pour tous les projets dans lesquels, je ne sais pas si on coopérera, si on collaborera, mais enfin, où on se retrouvera ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Ça a effectivement été une année paradoxalement difficile et belle, quoi, dans un contexte tragique pourtant. Merci à tous pour votre présence. Je vous rappelle que d'autres webinaires auront lieu prochainement accompagnant les sorties de nos publications. Le 26 mai prochain, les inscriptions sont ouvertes sur le sujet de l'enseignement à distance, le HSN 57, je crois. Le 9 juin sur la créativité, le 23 sur l'école dehors, et je crois me souvenir que nous reprendrons les webinaires dès le 28 août sur je ne sais plus quel sujet. Voilà, on a déjà 10 webinaires prévus pour l'an prochain. Les débuts dans le métier. Les débuts dans le métier. Oui, voilà, Jean-Michel, les débuts dans le métier. Voilà. Vous pouvez vous abonner, mais je ne doute pas que vous le soyez déjà, faire connaître nos publicités, notre site, écrire pour la revue, bref, continuer de la faire vivre ainsi que cette belle association. Merci de votre présence, de votre participation. À très bientôt.